Donc pourquoi parler de cookieless et de programmatique sur un salon de contenu? Donc ça fait 2 jours que vous êtes là à regarder des ateliers, à voir des prestataires pour vous aider à faire le bon contenu, le meilleur contenu, innovant, impactant. Et après ce contenu, il va falloir le diffuser, le médiatiser, sinon il ne sert pas à grand-chose. Et c'est là où l'agence Orixa Media va pouvoir vous accompagner parce que c'est notre métier, diffuser le bon message au bon moment, avec le bon format et dans le bon environnement. Et donc le levier programmatique, longtemps décrié, incompris, etc., est un levier qui a tout son sens dans ce genre de conférence parce que justement peut vous aider à diffuser tous les formats que vous avez joliment et vaillamment mis en place, de la vidéo, de l'audio, du texte, de la bannière, de la créa, sur un environnement très pertinent. Alors tout à fait. Alors, avec le programmatique cookieless, on est sur une révolution, mais une évolution qui est déjà en marche, qui a déjà été, dont on a posé les bases il y a quelques années en arrière avec la GRPD, on en a parlé sur la chaîne AdTech, ça a posé des nouvelles bases de ciblage et aussi une nouvelle manière de travailler le levier qui était très data. On s'est un peu concentré sur le contexte, pour toutes les raisons évoquées par Céline. C'est qu'aujourd'hui, vous faites des efforts assez immenses en tant qu'annonceur pour produire du contenu créatif, pour travailler les bonnes cibles. Et donc, le marché AdTech s'est mué, a évolué, et vient proposer de nouvelles solutions qui vont être cookieless et qui vont vous permettre de toucher la bonne personne au bon moment. On s'est mis une grosse slide qui vient vous présenter aujourd'hui la manière dont Orixa Media, et ça ne concerne qu'Orixa Media, travaille du coup la chaîne programmatique, avec tout d'abord un choix du DSP, donc la plateforme d'achat pour les néophytes. Donc c'est la plateforme d'achat qui en fait va être la colonne vertébrale, ou des plateformes d'achat, qui vont être les colonnes vertébrales du plan média et de son exécution. Alors il y a une pluralité de logos, c'est pas tous les DSP qu'on vient utiliser, mais l'idée c'est de vous dire qu'aujourd'hui, en fait, si on veut être 100% spécialiste dans sa diffusion, on va avoir l'opportunité de venir choisir, alors soit un walled garden, on va parler de DV360 Google ou Amazon par exemple, pour Amazon, soit d'être un peu plus cookieless, un peu plus spécifique, avec du display pour de l'affichage en extérieur, etc. Est-ce que vous avez déjà utilisé le levier programmatique juste en levant la main? Qu'il y a des gens qui ont, annonceurs surtout, qui ont déjà diffusé ce levier-là? Ok, donc d'accord. Ils trichent. Donc, ok. Du coup, DSP, SSP, DSP, c'est nous qui achetons en tant qu'agence. SSP, c'est là où on va acheter de l'inventaire, donc avec les éditeurs partenaires notamment. Donc la plateforme d'achat dans laquelle on va venir mettre nos ordres d'enchères. La programmatique est un achat en temps réel sous le principe de la compétition. On s'appelle les traders médias, ceux qui achètent de la programmatique parce qu'on vient enchérir comme en bourse sur des inventaires publicitaires. Donc tout d'abord le choix du DSP, je vous en parlais. On va avoir le choix ensuite des partenaires qu'on a regroupés ici sous le principe de régie. Alors c'est une presse-agence, vous avez une presse commerciale un peu en face de vous, mais globalement, donc il y a le choix des régies qui se font en transparence avec nos clients pour le média planning, et c'est quelque chose qui va être très important, c'est une notion qui est très importante dans la suite de la présentation sur le cookieless et comment travailler le contenu accolé à la régie et au contexte. Ensuite, on va voir la partie data-driven. Alors, là, pour le coup, c'est pas cookieless. Ceci étant, c'est un marqueur fort qui vient juste dire qu'on va parler de ciblage. Donc, aujourd'hui, on vient opérer des campagnes médias qui sont data, mais qui vont aussi être cookieless avec de la sémantique, qui vont être basées sur ce qui est positif pour les marques, les environnements sémantiques qui sont positifs pour les marques, et qu'on va retrouver sous la partie data-driven. Et du coup, cette partie data-driven, elle vient déclencher l'affichage, ou en tout cas le souhait d'afficher, la partie créative. Donc soit on travaille avec des partenaires qui viennent enrichir des créas que vous auriez déjà produites pour les adapter au réseau d'éditeurs et proposer la meilleure expérience publicitaire possible, soit on vient tout simplement diffuser vos créas en fonction des conditions. Encore une fois, le point 3, data-driven ici, mais cookieless demain, qui sont les ciblages qu'on vient accoler. Donc demain, si on veut venir toucher des hommes, des femmes sur des conditions CSP particulières de par leur navigation publicitaire, ça sera possible plutôt du coup de leur afficher la bonne création. Donc la fin des cookies, oui, mais pas exactement, ça serait trop simple. Je pense que vous êtes tous au fait de ce changement à venir, du cookie gate annoncé. Pour mieux comprendre, on va faire une
très rapide d'historique parce que voilà, on n'est pas là pour refaire l'histoire, vous la connaissez. Mais c'est vrai que la fin des cookies était une évolution prévisible. Elle arrive, donc on a commencé en 2010 avec les premiers adblocks, donc avec la possibilité à l'utilisateur de pouvoir accepter ou non l'affichage publicitaire. On a Apple avec Safari qui a emboîté le pas avec son premier navigateur cookieless. Nous avons nos chers amis d'RGPD, les GDPR pour les intimes qui sont arrivés en 2018. On a Firefox, le navigateur, qui a emboîté le pas de Safari en 2019. On a une couche de la CNIL qui est arrivée sur 2020. Si vous êtes dans cette salle-là, vous êtes tous passés par là avec le consentement et la réglementation sur la collecte des datas et justement le consentement cookie. On a Chrome à ce moment-là qui nous a dit « Attention les petits gars, on arrive aussi, 2022, il n'y aura plus de cookies ». Depuis, cette annonce a été décalée à 2023, donc on attend les dates officielles, on va voir ce qui se passe. Et demain c'est un grand point d'interrogation. Sur cette slide, en fait, le principe, c'est de vous dire... Je suis assez vieux pour avoir vécu toute cette slide dans ma vie professionnelle. En fait, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, en tant qu'annonceur, vous avez aussi changé vos habitudes en termes de création de contenu et du coup d'application des ciblages. Tout d'abord, on a eu l'adblock. Bon, ça, on peut rien y faire, on ne peut pas afficher. Mais ceci étant, il y a quand même une expérience pour vous ramener via des liens traqués sur certains leviers sur le site. Mais globalement, dès qu'on a eu la MU sur Safari, la RGPD qui s'est mise en place, etc., nous, on s'est concentré, agence qui a vu un ADN du coup très performance, on l'a toujours, mais on va avoir cette brique de branding qui est appliquée actuellement. On s'est concentré sur le fait de travailler des pluralités de contenu, des pluralités de stratégies en fait médias, parce qu'on est totalement dépendant, et on le présente ici, d'un environnement légal qui évolue constamment. Nous, on est dans un espèce de flou, de temps gagné cette année, parce que ça devait rentrer 100%, ça va être mis en place cette année. Ça ne l'est pas, c'est décalé à 2023, donc ça demandera une autre adaptation. On tenait à vous remontrer un peu cette photographie du cadre légal pour aller plus loin. Donc on va faire maintenant un petit focus sur ce qu'est le cookie, parce que le cookie va disparaître. Pas exactement. Qu'est-ce que c'est exactement un cookie? À quoi ça sert? Et quel est le cookie qui va disparaître si tant est qu'il y en ait qu'un qui disparaisse? Aujourd'hui, vos plans médias, concrètement, vous les avez pensés avec vos agences, avec vos partenaires, sur ces 3 types de cookies-là. En fait, ce sont 3 cookies qui vont vous permettre de faire un mix marketing, un cycle relationnel créatif qui va être le plus impactant possible pour venir enrichir votre base de clients et vos prospects éventuels. Demain, on va avoir des possibilités encore de venir travailler du cookie, ça sera uniquement celui-ci, alors j'utilise un peu les slides suivantes. Mais du coup, demain on va avoir certains cookies qui vont disparaître, notamment le third party. Concrètement, juste pour que ce soit très clair pour tout le monde, first party, c'est votre cookie. C'est ce qui se passe sur votre site, c'est la manière dont vous l'avez collecté, c'est la manière dont vous venez donner des signaux aux agences. Le second party, c'est la transmission de base de données. Alors, il y a la possibilité de continuer de faire ça, il y a la possibilité de venir l'utiliser dans son mix marketing, et surtout, ce second party data, au final, sera à 100% RGPD et pourra vous permettre de continuer à faire des actions de prospection qui vont être pensées par Persona. Et le third party data, donc on va retrouver des brokers, on va retrouver des revendeurs, on va retrouver des initiatives qui sont portées par des réseaux d'éditeurs et qui en fait vont juste être des signaux disant qu'une personne à un moment donné ou un groupe de personnes à un moment donné correspondent à la cible ou aux cibles qu'on vient chercher. Donc voilà, 3 types de cookies. Lequel est concerné? Ça sera la third party data. La third party data, demain, en fait, n'existera plus dans sa composante actuelle. La third party data, en fait, c'est une remise à plat totale parce qu'on ne peut pas s'assurer de la qualité de la collecte. Et à partir de là, donc on le sait, on en a parlé juste avant, il y a eu les enjeux légaux, donc avec des amendes, tout simplement, des retraits de diffusion, et même au niveau éditeur, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui vont devoir repenser totalement leur partenaire AdTech, en l'occurrence pour la mise en vente des emplacements publicitaires. Donc le third party cookie va disparaître demain. Donc direction l'avenir et comment on peut continuer de faire du content, comment on peut continuer d'avoir un cycle relationnel créatif avec l'environnement légal qui est de plus en plus restrictif. Demain, cookieless, on en a assez parlé, tout sera basé sur le consent. Donc il sera nécessaire en fait sur l'ensemble de la chaîne, donc que ce soit l'annonceur, mais que ce soit également le vendeur d'inventaire, de venir s'assurer
qu'on a le consentement de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs pour venir afficher de la publicité. Et ça change un peu les choses parce que demain, quand on faisait du precision marketing basé sur de la third party data, alors je sais c'est un peu antinomique, mais il y a on faisait de la precision marketing avec la third party data, il faudra un peu repenser sa copie, donc avoir moins de reach, moins de possibilités d'affichage, donc multiplier son media planning pour venir diffuser son message. Typiquement, un grand groupe automobile français qui veut médiatiser son véhicule bleu, en fait, peut-être qu'il viendra médiatiser le bleu, le vert, les options en plus, parce qu'il ne pourra plus faire un precision marketing de masse comme il pouvait le faire jusqu'à présent. Des alternatives. Alors, on n'a qu'un micro, désolé. Du coup, quelles alternatives se posent à nous en tant qu'agence? Quelles alternatives se posent à vous en tant qu'annonceur? Et en fait, c'est plus une histoire de compréhension de l'écosystème dans lequel vous allez évoluer demain. On va avoir tout ce qui va être Privacy Sandbox. Ce sont les terminologies qui sont utilisées actuellement pour venir parler de demain. Et vous allez voir ce qui se passe en dehors du Privacy Sandbox. Donc en gros, c'est les données agrégées versus les données individualisées. La Privacy Sandbox, ça veut juste dire que demain, vu qu'on ne pourra plus suivre une personne par une personne, ou en tout cas moins suivre personne par personne, on va fonctionner par groupement de personnes. Je reprends mon exemple du grand constructeur automobile. En fait, il va juste se dire, moi j'ai des personnes qui sont intéressées par l'achat d'une automobile plutôt que par une automobile qui est bleue, rouge ou quoi d'autre. Ensuite, vous avez les données individualisées. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment ce precision marketing, donc ce precision content qu'on pourra venir opérer demain. On va retrouver dedans 3 types de ciblage, le contextuel, la first party data et le trafic authentifié, on y reviendra, et le unified ID, donc où en fait on va avoir des nouveaux entrants qui vont proposer de suivre, je tease un petit peu, qui vont proposer de suivre un utilisateur sur votre site, mais également sur le site sur lequel on va venir afficher de la publicité. Donc pour bien comprendre tous les enjeux, il faut faire un état des lieux de ce à quoi ressemble le marché aujourd'hui et vos possibilités aujourd'hui d'utilisation avec le walled garden et l'open web. Donc aujourd'hui, on voit le walled garden qui représente un tiers des inventaires aujourd'hui à dispo et l'open web 70%. Mais dans ces 70%, on a déjà le petit Safari et le petit Firefox qui représentent entre 20 et 25%, pour rappel, qui sont des navigateurs cookieless. Donc ça, c'est la photographie aujourd'hui. On a essayé de vous faire une photographie de demain. Alors, pas d'après-demain, parce que personne n'est en mesure déjà d'annoncer quand est-ce que le cookieless de Chrome sera mis en place, même si là, c'est 2023 qui est annoncé. Donc, vous faire une prévision sur ce que serait l'inventaire d'après-demain, on ne va pas du tout essayer de le faire. Mais en tout cas, l'inventaire de demain, voilà logiquement ce à quoi il va ressembler. Alors oui, il y a beaucoup de techniques un peu en tout ça. Le principe du walled garden, ce que vous voyez à droite en jaune, en fait, c'est de vous dire que le precision marketing, le fait de pouvoir suivre une personne quand même avec son cookie first party, ça continuera d'exister. La seule chose, c'est que ça représentera que environ 30% du marché. Donc qu'est-ce qu'on vient faire du 70% d'opportunité de venir imprimer son message publicitaire auprès des bonnes cibles? Et bien en fait, on va avoir 2 initiatives qui vont être portées principalement. Donc l'ID-less, donc le principe, encore une fois, de groupement de personnes. C'est-à-dire qu'on pourra faire du precision marketing sur une partie de son plan média et du coup de la définition de ses assets créatifs. Mais on devra faire vraiment un message de masse, ou plusieurs messages de masse, pour le reste des navigations, parce que les personnes ne vont pas que sur Amazon, Meta ou Google dans son environnement logué. Et ensuite, il y aura la partie ID-based, donc ce sont des initiatives technologiques qui sont portées, c'est un marché qui est la tech, c'est un marché qui se mue continuellement. Et l'ID-based, en fait, ça sera ni plus ni moins que votre carte d'identité, encore une fois, sur tous les réseaux de sites et d'éditeurs qui collaboreront ensemble pour dire, écoutez, alors moi, Charles Onvaux, effectivement, je vais consommer Le Monde, Le Figaro, plus une app de jeu, plus un truc de nutrition, enfin, c'est... On parle un peu de moi, mais du coup, moi je pourrais tout à fait être touchable, avoir du precision marketing via le ID-based, et c'est une force de frappe qui viendra vraiment venir compléter, mais pas suppléer, la partie des walled garden. Donc maintenant, on va rentrer en précision et en détail un petit peu plus sur les 4 alternatives qui existent. Et la première alternative au cookie, je vous le donne dans le mille, c'est le cookie. Tout à fait. Alors ça fait un peu présentation un peu scolaire, on vous représente les choses, mais c'est pour bien comprendre en fait que demain, quand vous allez parler de precision marketing, quand vous allez parler aussi de communication de branding, alors on sait que les annonceurs vont scinder les budgets branding et d'engagement à la performance.
En fait, demain, il faudra quand même travailler cette notion de branding avec le first party data, mais le problème, c'est qu'on aura toujours un reach qui sera un peu plus faible, et en fait, c'est juste pour que nous, on puisse découvrir les nouveaux bassins médias dans lesquels on pourra venir imprimer les utilisateurs. Donc vous aurez toujours les mêmes avantages avec le first party data, un ciblage dans les navigateurs qui sont individuels, la data first party, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle qui est collectée par les navigateurs, la géolocalisation et puis bien sûr la maîtrise sur l'exposition. Par contre, les limites de ça, et c'est vraiment la chaîne de demain, et c'est pour ça que je parle de branding et qu'il faudra vraiment l'avoir en tête dans les budgets à la définition du media planning, ça va être le ciblage cross-domaine, ça va être les opportunités de retargeting, évidemment le consentement, on en a parlé, l'inventaire, j'en ai parlé en introduction. Pourquoi je vous parle de ciblage cross-domaine? Je vous ai parlé du coup de mon profil à moi. Je vais regarder Le Figaro, Le Monde, une app de nutrition et autre chose. Enfin, et d'autres choses, j'ai pas que 4 sites dans ma vie. Concrètement, demain, vous en tant qu'annonceur, si ça se trouve, vous pourrez me toucher uniquement sur Le Figaro alors que je continue d'aller sur Le Monde. Tout simplement parce que Le Monde n'aura pas travaillé en fait, sur une chaîne cookieless, n'aura pas travaillé sur une chaîne first party ou ID-based. En fait, tout simplement, un éditeur ne sera pas prêt. Et à partir de là, en fait, vous ne pourrez pas m'afficher sur ce site-là, alors que ça se trouve, ça vous aurait coûté 30% moins cher de m'afficher sur Le Monde que sur Le Figaro. Et donc il y aura un peu cette guerre de prix, mais il y aura surtout ce besoin de comprendre où vous affichez et pourquoi vous affichez. Et nous, en fait, notre rôle d'agence, c'est de vous accompagner dans cette compréhension. C'est tout le but de cette présentation, bien évidemment. Et donc, de comprendre où vous allez m'afficher et comment vous allez m'afficher via le bon contenu. On en parlait. Si ça se trouve, demain, je vais vouloir acheter une voiture. On reprend le fameux exemple de la voiture bleue. Et ben, en fait, ma couleur préférée, c'est pas le bleu, c'est le rouge. Donc, à partir de là, vous devrez me présenter la voiture avec du coup des couleurs qui n'ont rien à voir, si ça se trouve, avec mon profil à moi. Donc vous travaillerez sur les options, vous travaillerez sur d'autres valeurs de la voiture qu'un precision marketing basé sur effectivement la bonne couleur, les bonnes options, le bon prix, etc. Oui. Alors, one to few. Cette slide-là, elle peut faire un peu peur, mais c'est juste pour que vous ayez un peu conscience en 4 points de ce qui se développe. Google, vous le connaissez, c'est Privacy Sandbox, on en parlait. Vous allez avoir l'initiative Sparrow portée par Criteo, et vous allez avoir d'autres choses qui sont portées. Moi, ce que je voulais vous présenter dans cette slide, et ce sur quoi on voulait vraiment vous évangéliser avec Céline, c'est le fait que vous allez avoir différents acteurs. Vous allez avoir aujourd'hui un navigateur plus une adtech média qui travaille sur son initiative. Vous allez avoir une adtech média uniquement qui va porter son initiative parce que tout son business et toute sa cotation en bourse est basée sur sa technologie. Donc ils sont obligés de bouger sur ce sujet pour faire du precision marketing, en l'occurrence avec Criteo. Et vous allez avoir d'autres choses qui vont venir s'ajouter. Par exemple, Rearc, l'initiative de l'IAB. Donc association qui vient régir en gros les bonnes pratiques de la publicité sur Internet. Et donc tout ça, c'est pour vous montrer que demain, même si on va avoir des initiatives fortes qui vont être portées par Google, on aura quand même d'autres sociétés qui vont venir porter une initiative forte. Et donc il faudra peut-être qu'on bouge, nous, nos investissements médias, peut-être sur Criteo, peut-être un peu plus sur d'autres DSP que ceux de Google, par exemple, parce que en fait, ce sera notre porte d'entrée vers le plus de reach. Et donc la Privacy Sandbox, pour rester sur celle de Google, qui sera celle sur laquelle vous aurez, à mon avis, le plus de connaissances, parce que c'est tout simplement Google, c'est ceux qui communiquent le plus. On vous a mis un peu les avantages et les limites de cette alternative. Grands avantages, donc vous allez avoir des audiences qui vont être agrégées et une connaissance du algorithmique, comme on peut avoir les strats, maximiser les clics, maximiser les conversions, etc. sur le search ou en programmatique. Et le principe, c'est qu'on va travailler par pack de personnes. Donc au lieu de cibler une seule personne, on va cibler plusieurs personnes qui vont avoir un comportement qui est positif pour vous dans un temps de données qui est de 30 jours. Globalement, c'est un peu ce qu'on sait aujourd'hui. Gros avantage, c'est qu'on pourra avoir un ciblage contextuel. Ce ciblage contextuel, et on y reviendra après, ça va être l'opportunité pour vous de vraiment venir envahir des contextes positifs pour votre marque. Donc un peu répliquer les stratégies SEO que vous pouvez mettre en place ou votre connaissance sur les mots-clés ou marketing appliquée à un achat programmatique.
Ensuite, vous avez d'autres avantages, c'est qu'évidemment, ce principe de floc, comme on aura travaillé sur un consentement, on pourra venir faire du retargeting, même si le consentement est cassé à un moment, du coup, ça va nous réduire notre reach, mais on pourra continuer de faire du retargeting. Et dans tous les cas, on aura un reach de prospection, et c'est le dernier point, qui restera assez massif, parce qu'on parle de Google, il est branché sur la plupart des sites, et il est en compétition. Donc, pour le coup, on aura toujours cette opportunité d'avoir du reach. Par contre, dans les limites, j'y reviens, on aura le tracking cross-domaine. Il suffit encore une fois, que le monde ne travaille plus avec Google parce qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Donc vous ne pourrez pas cibler quelqu'un qui auparavant allait sur le Figaro et le Monde. Et inversement. Donc ça, c'est les plus grosses limites. Donc demain, s'il y a des initiatives qui sont portées par des réseaux d'éditeurs pour débrancher un acteur à tech, en fait, si ça se trouve, il faudra aussi changer la manière dont on achète pour trouver la bonne initiative pour venir acheter sur les sites. Et le targeting one-to-one, donc l'identifiant comme alternative. Le principe, c'est de créer une carte d'identité, j'en parlais rapidement auparavant. C'est possible uniquement si l'internaute est logué. Donc ça vient aussi répondre à certains soucis de brand safety, de qualité, etc. Globalement, quand vous allez vous naviguer sur les réseaux de sites ou sur votre navigateur, vous allez vous loguer à votre session Gmail, ou vous allez vous connecter à vos environnements peut-être abonner Le Monde, le Figaro, etc. Donc tout ça fera que vous avez une carte d'identité, et on sait, parce que vous aurez accepté, un peu comme sur Apple avec les iPhones, vous avez accepté sur iTunes et sur la partie applicative d'être suivi. Donc on pourra continuer de vous suivre avec le targeting one-to-one. Grands avantages, c'est que on pourra faire un ciblage du coup qui sera très personnel, parce que on sera sur du logging. On pourra faire tout ce qu'on fait à présent en programmatique, mais les grandes limites, et c'est vraiment aujourd'hui ce qui bride cette initiative, c'est que le mettre en place, c'est parler à plusieurs personnes. C'est que les réseaux d'éditeurs et les réseaux AdTech doivent se parler. Ce sont des boîtes concurrentes. Concrètement, ils ne se parlent peu. Donc il y aura une grande variété de solutions. Et il y aura surtout une certaine limite à la mise en place, parce que si ça se trouve demain, alors on a certains collègues, certains partenaires, on va avoir Cerise, on va avoir Prisma qui sont présents là. Par exemple, Prisma, ça va être une dizaine de sites. Et Prisma, si ça se trouve, en fait, ne collaborera pas avec Le Monde ou le Figaro, donc on pourra retrouver un identifiant unifié uniquement sur le réseau de Prisma. Donc il y aura cette logique de média planning qui sera encore plus forte, il y aura cette logique de contenu qui sera exacerbée et qu'il faudra garder en tête, peu importe la solution qui sera choisie demain, que ce soit l'ID unifié ou le système de floc, on en parlait juste auparavant. Le dernier, mais pas des moindres. Effectivement, et on en arrive vraiment au targeting contextuel. On vous a ciblé, on vous les a mis point par point comment ça se définit. Donc on va avoir le ciblage site à site, le ciblage par mots-clés, la sémantique, qu'elle soit positive ou négative, en fonction de la typologie de communication que vous souhaitez mettre en place, que ce soit une communication de crise par exemple, ou juste une communication commerciale. Vous allez avoir le ciblage d'affinitaire, basé sur des panels. Et enfin, via le contenu multimédia, donc ça va être le mot-clé associé à une photographie. L'idée, c'est de vous dire que le targeting contextuel, même si c'est revenir un petit peu en arrière, parce que le début du web, c'était ça, les ciblages qu'on avait quand on faisait du media planning, c'était je vais travailler sur telles URL parce que je vais trouver mon audience parce que ça parle de moi, et par exemple, on est un avocat ou on est un groupement de PME et on veut consommer des news, et en tant qu'annonceur, on veut vouloir toucher ces personnes-là, on allait travailler qu'avec des réseaux de sites spécifiques. Et du coup, demain, le targeting contextuel vient un peu briser les murs, vient un peu briser vraiment les limites qu'on peut avoir avec le ciblage data, parce qu'aujourd'hui, on travaille surtout en data. Et donc les avantages, ça va être de pouvoir cibler tous les contextes qui sont positifs pour les marques, encore une fois, c'est un terme sur lequel je m'attarde. Positif dans le sens où, par exemple, on souhaite envahir une thématique, mais on ne souhaite pas travailler certains leaders d'opinion. Donc on a un producteur de cacao, on veut envahir toutes les thématiques qui vont parler de chocolat positivement, mais on ne veut pas, surtout pas, afficher sur des articles qui viennent parler des ravages de l'industrie, des articles qui sont écrits ou portés par certains journalistes ou certains leaders d'opinion. Et demain, avec le contextuel, on pourra du coup venir s'assurer d'une qualité tout en venant travailler les mots-clés et les contextes, qui soient mots-clés plus images ou juste images, qui sont positifs pour votre marque. On le fait déjà aujourd'hui.
On le fait déjà aujourd'hui en fait. Chez Orixa Media, alors juste pour parler rapidement de communication de crise, on a accompagné des acteurs de caritatifs dans des opérations de collecte pour la cause ukrainienne. Et du coup, on a travaillé principalement du contextuel pour des raisons assez évidentes. Hein, c'est qu'on ne va pas, dans le cas d'une collecte de fonds, on ne va pas travailler des articles pro-Poutine, même s'ils parlent d'Ukraine en l'occurrence. C'est juste pour tirer le trait de manière assez agnostique. Et donc, on est très content de ça parce que la campagne a été très positive. On l'a généralisée à nos annonceurs. Et on a eu effectivement des retours financiers qui étaient très positifs pour les associations qu'on a accompagnées sur le sujet. Mais donc, le contextuel, il y a quand même une grande limite. Ça va être le retargeting, évidemment, un retargeting contextuel. Alors, on peut en faire, mais il y a un très très faible reach. Et enfin la gestion du frequency capping, parce que demain, et pour toutes les raisons qu'on vous a citées, toutes les initiatives AdTech qui sont portées par l'ensemble des acteurs du marché, en fait, on pourra perdre la main sur le nombre d'affichages qu'on propose à une personne. Et donc il sera important de multiplier les messages publicitaires, les contenus publicitaires, pour éviter une lassitude potentielle des utilisateurs. Comme vous l'avez compris, il y a 4 alternatives, mais il ne va pas falloir choisir une des alternatives, il va falloir travailler avec les 4 possibilités. Alors aujourd'hui 4, comme on vous le disait tout à l'heure, on n'est pas Madame Irma, personne ne sait s'il n'y aura pas une 5e alternative qui va naître d'ici à 2023. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur les conséquences, sur les mesures et l'attribution qui risquent d'être un peu... Oui, Alexis. Est-ce que vous êtes, ce qu'on n'a pas plus d'un contextuel et la data devient compliquée, on la laisse pas. Ouais. Alors, en tant que trader, je vais parler de méta, donc c'est un peu bizarre pour moi. Mais en fait, l'évolution des habitudes de navigation des utilisateurs et en fait cette réaction au contexte, le fait de naviguer vraiment du contexte et d'atterrir sur des sites, du coup, fait que en fait, la data a un peu perdu pied. La data third party, celle qui disparaît demain. Donc effectivement, on arrive à être équivalent, voire meilleur que la data third party. Par contre, la data first party reste vraiment reine pour le coup, et même l'onboarding de CRM reste roi, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, c'est aussi les nouveaux usages. Et pour finir sur ça, c'est les nouveaux usages des personnes. Aujourd'hui, on a des navigations qui sont multiples. Donc, on va avoir du web mobile, on va avoir de navigation classique, mais également de la navigation par les réseaux sociaux. Et ça fait que le contexte est devenu hyper présent, hyper prépondérant pour toucher des affinitaires et des intentionnistes. La data first party, c'est pas compliqué à voir, surtout maintenant avec les nouvelles règles de la CNIL. Moi, je ne sais pas combien de temps les jours. Ouais. Consentement éclairé, ils appellent ça. Tout à fait. Ouais. Il faut que l'utilisateur ait la possibilité, lors de l'acceptation du consentement, de pouvoir, aussi facilement que de l'accepter, pouvoir le refuser. C'est un petit peu le... Triche, non, il y a une adaptation. Il faut savoir que Google, aujourd'hui, en gros, vous redemande le consentement tous les 30 jours. C'est une session classique. Donc, c'est un référentiel sur le marché. Donc, pour le coup, Tout à fait. C'est un peu cette pluralité à tech. Donc bon, globalement, sur la data first party, pour l'instant, tant qu'elle est mise à dispo, elle reste plus rémunératrice pour les annonceurs, pour le coup. D'autres questions? Ou on peut passer sur l'attribution? Dans les ID contextuels, dans les ID unifiés, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une technologie qui sort du lot en France? On parle beaucoup de ID5. Oui, tout à fait. Ouais. ID5 sort du lot parce qu'il y a cette caution des fondateurs. Il y a cette caution du marché sur la technologie. C'est assez intéressant pour eux de se dire qu'ils n'ont pas un Américain qui vient en France. Ils ont quelqu'un qui passe sa vie entre Paris et Londres qui a monté une solution. Et je pense que le marché français, et pour rester sur le marché français, est très sensible à ça. Et donc ID5 en France restera une majeure. Et je pense à un laboratoire, du coup, au niveau européen des médias. Mesurer dans un monde sans cookies, effectivement. Donc ça veut tout simplement dire qu'on va devoir travailler sur... Non,
En fait, la mesure, c'est toujours l'éternel problème. Pour un annonceur, c'est de dire j'ai mes campagnes là qui fonctionnent, mais on oublie qu'il y a eu des ponts entre les différents leviers. Demain, mesurer dans un monde sans cookies, effectivement, ça va être de pouvoir suivre encore une fois donc, les utilisateurs autant que possible. Donc ça sera surtout post-click. On va perdre cette logique post-impression sur une partie du plan média. Et ça va être un vrai souci en termes du coup de suivi. Donc il faudra complexifier sa couche de tracking avec des ad serveurs, avec plein de choses, pour mettre en phase l'attribution, la contribution de contenu média et de ciblage à une vente finale. Donc effectivement, elle sera surtout post-click. Mais ensuite, on pourra travailler sur des principes post-view quand même un petit peu avec les Unified ID et donc le consentement qui est mutualisé. Et c'est pour ça que je parle de media planning et c'est pour ça que je parle quand même de cette attribution post-view parce qu'il y a ces initiatives Unified ID, encore une fois, qui vont être portées. Pour la présentation cookieless, du programmatique en mode cookieless de demain. Alors, les éditeurs, vous connaissez bien la problématique puisque vous travaillez tous, j'imagine, sur la partie ID unifiée ou environnement logué. Sur les annonceurs qui sont présents dans la salle, est-ce que vous avez des questions sur la programmatique en général, sur le cookieless en particulier? Est-ce qu'on peut répondre à certaines de vos interrogations? Les agences aussi, partenaires sur lesquels les agences créa, etc., qui produisent aujourd'hui ce fameux contenu et qui ont encore des questions sur comment on va pouvoir le diffuser demain. Est-ce qu'on peut vous accompagner là-dessus? Si tout est très, très, très clair, ou alors vous êtes tous endormis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bon, merci pour votre attention. Et effectivement, si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. Dans tous les cas, gardez en tête que demain, on pourra faire ce precision marketing encore une fois et qu'il est important de multiplier le contenu pour venir mener nos tests et que le programmatique restera un levier vecteur de croissance pour vous, annonceurs. Merci.